Je suis très heureux de vous retrouver avec Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense. Est-ce que vous participez à l'ironie générale de tous ceux qui voient défiler dans le ciel 3 Falcons français, le premier, le président, le deuxième, l'ancien président, le troisième, l'avion de remplacement? J'ai là les journaux, ils ne s'intéressent pas qu'à ça, parce qu'évidemment l'hommage est planétaire à Mandela, mais enfin c'est quand même la rigolade générale. Oui, enfin, en effet, ils auraient pu prendre le même avion si vous me dites qu'ils ne prennent pas le même. Bon, et en même temps, vous voyez bien que le président Obama se déplace avec trois anciens de ses prédécesseurs. Oui, mais dans Air Force One. D'accord, mais dans Air Force One. Oui. Non, mais là, c'est-à-dire oui, que bien sûr. Les gens insistent sur les relations dans les journaux détestables entre le sale mec aurait dit Hollande, le petit gros qui se teint les cheveux aurait dit Sarkozy. Oui, il y a plus simple. Et après ça, on vous dit c'est la République qui est... Il y a plus simple, il y a surtout un besoin de montrer qu'on cherche à faire des économies, qu'on ne claque pas du fric inutilement. Je pense que ça se limite à ça. Vous voyez, enfin, que les deux se détestent, c'est leur droit. Qu'ils se méprisent, c'est aussi leur droit. Qu'en revanche, ils prennent 3 avions, là, ils pourraient en prendre que 2, puisqu'il y a toujours, comme vous le dites, un avion spare, c'est-à-dire un avion de remplacement. Ah oui, c'est le ministre de la Défense qui connaît les sujets. Ça permettait d'ailleurs de faire voyager les deux, puisqu'un pouvait voyager éventuellement dans l'avion de remplacement en cas de panne. Donc, c'est pas un sujet non plus fondamental pour la vie politique française. Non, mais il y a beaucoup de journaux qui disent que ça coûte 500 000 euros. Vous me direz que l'avion présidentiel aurait coûté plus cher. Est-ce qu'on avait vraiment besoin, dans le cadre d'une cérémonie planétaire, d'un fait d'eau à la française à base de Falcon? Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est une question. Moi, je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Non, mais si vous posez la question, c'est que vous pensez que c'est un fait d'eau. Mais en même temps, très franchement, le vrai sujet, c'est que l'un pouvait prendre un avion de ligne ou que l'autre pouvait au moins éviter qu'on déplace 3 avions. Voilà. Et que, vous voyez, hier soir, je suis rentré de Normandie à 1h moins le quart du matin et je me suis pris un petit café sur l'autoroute. Et quand j'ai payé mon essence, ce que m'a dit le salarié de la station essence, il m'a dit « Mais c'est pas possible, ils vont quand même pas prendre 2 avions. » C'est la seule chose que les Français vont retenir de tout ça. C'est-à-dire, grosso modo, serrez-vous de la ceinture, mais vous pouvez encore dépenser. En même temps, ça coûte moins cher que le déplacement de l'avion présidentiel, qui lui est avec Jean-Marc Ayrault en Chine, qu'il aurait fallu rapatrier. Enfin, c'est tout ça. Ouais, bon, enfin bref. Voilà, exactement. Enfin bref. Mandela, l'hommage est planétaire. Est-ce que vous avez, comme justement ancien ministre de la Défense, donc vous avez beaucoup étudié la stratégie et l'évolution de toutes les grandes parties du monde, la crainte que derrière sa disparition, ça se retente violemment en Afrique du Sud? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand même, sont beaucoup moins optimistes que l'hommage que l'on va tous célébrer à partir de ce matin. Il est évident qu'une partie de la population blanche d'Afrique du Sud se sent progressivement écartée, se sent même parfois en danger. Moi, j'ai des souvenirs précis lors d'un déplacement, de témoignages. Donc, il est évident que l'équilibre du pays n'est pas forcément trouvé. Mandela a réussi cette chose formidable, quoi. C'est l'intouchable. Oui, mais il a réussi à faire pardonner. C'était pas un exercice facile, surtout quand on voit comment ça s'est passé dans le pays voisin, qu'est le Zimbabwe. Pays sublime, l'Afrique du Sud, mais vous n'avez pas fraîchement répondu. Donc vous craignez ou pas? Vous dites oui à des voyages, j'ai vu que les tensions existaient, économiques, sociales, raciales. Il appartiendra au président Zuma de trouver les mots qui permettront en effet de perpétuer ce qu'on va célébrer aujourd'hui, en quelque sorte. Alors, deuxième sujet, la Centrafrique. Est-ce que vous considérez que c'est bien que Hollande y aille? Ou est-ce qu'il y a le risque, comme ça a été le cas de Nicolas Sarkozy quand il a été en Libye, c'est de se faire applaudir dans un premier temps, et finalement, si on ne règle pas le problème, de porter la responsabilité personnelle de cette opération? Ce sont 2 contextes complètement différents. D'un côté, il y avait un dictateur qui était en train d'assassiner son peuple. De l'autre, il y a un pays qui est failli et complètement délité, qui n'existe plus, avec un État qui contrôlait à peine la capitale depuis plusieurs années, ou tout du moins depuis plusieurs mois. La France devait y aller. Ça, c'est clair. Donc Hollande a raison. Hollande a raison. Pourquoi la France devait y aller? D'une part, parce qu'on ne peut pas être indifférent à la situation génocidaire du pays. Deuxièmement, la France a intérêt à être présente en Afrique. L'Afrique, c'est le continent de demain, avec des niveaux de croissance extrêmement importants dans un certain nombre de pays. Pour une fois... Et on parle français en Centrafrique. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. On a des dizaines de milliers d'étudiants africains qui sont dans nos écoles et nos universités. L'élite africaine parle encore le français. Donc, ne perdons pas pied dans une partie du monde où nous existons encore. Et il n'y en a plus beaucoup. Et troisièmement,
Il y a pour moi toujours cette espèce de péché capital qui est vraiment français, qui est toujours considéré qu'on doit faire les choses seul et qu'ensuite on doit nous accompagner. J'aurais aimé, là aussi, comme sur le Mali, qu'on ait au contraire une démarche qui soit une démarche européenne, qu'on essaie de construire une réponse. Ils n'en veulent pas. Oui, enfin, moi, j'ai fait cette démarche-là dans le cadre de You4 Tchad en 2008, où nous sommes allés aux confins du Darfour pour protéger des populations. On l'a fait en construisant une démarche européenne. Ça a été d'ailleurs la plus belle opération que l'Europe ait menée. Il y avait des Espagnols, des Roumains, des Polonais. Là, il y a les forces africaines. Oui, mais là, il faut tout. Là, parce qu'on ne va pas y être pour 3 mois. Là encore, François Hollande, comme sur le Mali, raconte des blagues. Souvenez-vous, le Mali, grosso modo, on allait être parti au bout d'un an. Là, on va y être pour des années et des années. D'ailleurs, on y était depuis des années. Mais oui, parce que vous savez bien que reconstruire un pays, remettre en place des institutions, créer les conditions d'un accord politique, ça se fait pas. Mais est-ce que vous considérez techniquement, comme ministre de la Défense, que ça fait partie de la mission, ça ? Parce que justement, il y a un flou sur la mission. La mission, elle est simple. La mission, il y a un flou. Au départ, on dit à tout le monde, il s'agit de rester, en gros, pas tellement plus d'1 an. Encore une fois, Le Drian et Fabius ont dit que ça va être une mission relativement rapide. Bangui serait, ce matin, quand on parle, à peu près désarmé. Et on flirte avec l'idée d'une opération politique, c'est-à-dire de rétablir les institutions, mais ce n'est pas donné, écrit, annoncé officiellement. Ce que nous sommes en train de construire, si j'ai bien compris, en Centrafrique, c'est à peu près le même mécano que pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une force militaire qui est, grosso modo, le muscle de l'opération, comme nous avions l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, et autour, une force de l'Union africaine qui s'appuie sur cette force, capable de faire le coup de feu si c'est nécessaire, et qui met en place, grosso modo, la pacification du pays. C'est ce schéma-là vers lequel on devrait aller. À la Côte d'Ivoire, il y avait une alternative politique. Oui, j'entends bien. Là, les deux principaux dirigeants, jusqu'à maintenant, sont l'un et l'autre totalement décrédibilisés, voire l'un résiste... En Côte d'Ivoire, il y avait aussi quand même un certain nombre de dirigeants dont le crédit était relativement faible. Oui. Mais il y en avait d'autres. J'entends bien. Et bien, il va aussi peut-être émerger de la République centrafricaine d'autres dirigeants. Ce que je crois, c'est que nous devrions avoir systématiquement une démarche qui consiste à construire une réponse européenne, parce que ça a un autre avantage, c'est que ça permet de partager les coûts. Parce que des opérations de ce genre à 2000 ou 2500 hommes, c'est quand même à chaque fois centaines de millions par an, quoi, à vue de nez. Donc ça n'est pas rien. Et donc il me semble que si nous voulons construire durablement une politique d'aide au développement, mettre en place les éléments d'une réponse politique, économique, nous avons besoin de construire une démarche européenne, parce que je vous rappelle une chose qu'on oublie toujours, c'est que l'Europe est le premier continent en matière d'aide au développement. Donc on a des instruments. J'ai plusieurs questions. Oui. Est-ce que vous considérez qu'à travers cette opération, François Hollande mène une opération politique ? Non, vous voyez, Dieu sait que je suis souvent très dur avec lui. Mais je pense que n'importe quel chef d'État français aurait fait la même chose. Même décision. Deuxièmement, les Européens. Il y a quand même l'affaire du Rwanda qui plane sur nos têtes dans notre passé. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que par-delà l'envie de ne pas jouer les gendarmes de l'Afrique, il y a aussi chez nos confrères européens et amis et responsables politiques cette idée que, en étant sur place, on risque de traîner, comme ça a été le cas pour le Rwanda, parce qu'on était sur place. Je me souviens. Si ça dégénère en génocide, on va dire, les Français n'ont encore rien fait. Ils ont été incapables d'empêcher les chrétiens, les musulmans, qui sont tous animistes d'ailleurs, de se massacrer. Sur le Rwanda, on a fait un faux procès à l'armée française. Moi, j'étais à l'époque collaborateur de François Léotard, ministre de la Défense. J'ai le souvenir de ce que aussi nous avons évité. Voilà. Deuxièmement, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas le Rwanda pour les Européens, c'est l'absence de volonté. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez fascinant de constater. Attendez, laissez-moi finir. Mais dites-nous pourquoi ils n'en veulent pas. Parce que c'est un continent qui a démissionné. C'est un continent qui a démissionné sur l'idée de peser sur les grands équilibres du monde. Et qu'est-ce qu'elle fait, Madame Ashton, un continent qui s'est désarmé au point qu'aujourd'hui, il n'est plus capable d'assurer sa sécurité par lui-même, et que sans les États-Unis, il
il est en situation de grand péril. Donc c'est assez extraordinaire. Quand vous discutez... Mais il y a la condition, est-ce qu'il existe aujourd'hui les conditions de les remobiliser autour de nous, ou est-ce que fondamentalement vous êtes réaliste et vous vous dites ce matin, je lance cet appel, mais de toute façon ils ne viendront pas. Je pense qu'on a besoin de construire une autre Europe, ça sera tout le débat d'ailleurs des élections européennes. Oui. Non mais attendez, et que cette autre Europe, c'est une Europe à partir d'un noyau dur de pays qui ont envie de progresser dans l'intégration politique. Et en matière de politique étrangère et de défense, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, avec ceux qui ont envie d'avancer. J'ai deux questions importantes à vous poser. D'abord, est-ce que vous êtes, comme ancien ministre de la Défense, responsable, Le Drian l'a dit l'autre jour chez nos confrères de LCI, et nous sommes sur LCI, et de RTL, et du Figaro, en disant que la paye des armées françaises, sa réorganisation a été un désastre. Je suis responsable En tout cas, les précédents ministres sont responsables du fait qu'il existe un gigantesque, pardonnez-moi l'expression, désordre dans des payes qu'on a voulu faire à l'économie et qu'il faut que maintenant, il y a des militaires qui sont payés double et d'autres qui ne reçoivent même pas de solde. Je vous accorde que les politiques ont toujours tendance à considérer qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Mais moi, j'ai entrepris une réforme qui était une réforme exemplaire. Désastre, il a dit. Réforme exemple. Oui, la preuve, c'est qu'il n'a rien remis en cause de la réforme du ministère de la Défense. J'ai procédé à une réorganisation en profondeur, en mutualisant, en regroupant, en supprimant les doublons, etc. Tout ça a permis de faire 1,6 milliard d'euros d'économie de fonctionnement. Vous avez entendu une moindre grève dans le personnel civil du ministère de la Défense? Mais pourquoi il y en a qui ne sont pas payés? Et voilà. Alors, il y a eu... J'ai engagé en 2008 la réforme du système de paie. Oui. Après, il y a eu des techniciens, des équipes, des ingénieurs, etc. Ça a duré 3 ans. En 2011, j'étais plus au ministère, les techniciens ont considéré que le système marchait. Je me suis renseigné en disant pourquoi ça n'a pas marché. Pour tout vous dire, j'ai même appris que Gérard Longuet n'avait même pas été décisionnaire sur cette histoire, parce que tout le monde a estimé que désormais on pouvait y aller, que les essais en blanc avaient fonctionné. Et puis ça n'a pas marché. Alors qui est responsable? Il y en a, forcément. Mais ce sont des erreurs techniques ou des erreurs politiques? Ce sont des problèmes techniques. Là, il fallait Donc Le Drian a tort de parler de désastre. C'est un désastre, mais un désastre technique. Voilà. Dernière question. Il faut répondre très brièvement, parce qu'il nous reste 22 secondes. Je vais reprendre une célèbre formule footballistique. On refait le match. Tout le monde considère que finalement, vous, comme d'autres, au fond, pardonnez-moi, ne prenez pas ça, vous servez à rien. 20 secondes. Oui, vous ne servez à rien, le personnel politique, puisque de toute façon, on s'achemine lentement vers une revanche Sarkozy-Hollande, les deux qui sont dans les Falcons, là, et que tous les autres sont spectateurs d'un match annoncé. Oui, enfin, déjà, vous en oubliez un dans le jeu, c'est Marine Le Pen. Parce qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle de 2017, il y en a une qui a à peu près qualifié, si on en parle aujourd'hui, c'est Marine Le Pen pour le second tour. Donc, la question, c'est plutôt qui sera au second tour. Vous avez l'impression que vous allez vraiment jouer un rôle, ou vous allez rester on va comme construire moi, une spectateur. alternative, et on va essayer de construire quelque chose de simple. Nous sommes non seulement en crise, mais nous changeons de monde, et ça impose de changer notre logiciel sur un certain nombre de sujets. Et pour Nicolas Sarkozy, il y aura 2 exercices à mener. Le premier, pourquoi ce que j'ai tenté de faire en 2007, je n'ai pas réussi. Voilà, il y aura besoin d'explications. Et comment je vais le faire. Et deuxièmement, sans l'UMP, on dit. Et deuxièmement, sans l'UMP, on dit. Deuxièmement, là où j'ai échoué, comme par exemple sur l'exemplarité de l'État, pourquoi cette fois-ci je n'échouerai pas? Merci beaucoup. Hervé Morin était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI. On va retrouver avec beaucoup de plaisir Magali, Christophe, Michel et évidemment Arlette Chabot et nous, Sophie Paolini, et évidemment tous ceux qui vont participer à l'antenne de Radio Classique ce matin, notamment